Une vie, une œuvre, presque rien, avec Ryokan. Pour parler de Ryokan, il faut parler de la neige. Et dans sa cabane, il faisait très très froid. Mais on le voit très content et très détendu. Et qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce dessin? On ne voit pas sa pauvreté au niveau matériel et il a l'air d'être très content. Qui dit que mes poèmes sont des poèmes? Mes poèmes ne sont pas des poèmes. Si vous comprenez que mes poèmes ne sont pas des poèmes, nous pourrons alors parler poésie. Je me souviens d'avoir été très très frappée une fois, il y a une dizaine d'années, devant la vue de la calligraphie de Ryokan. Je me promenais un petit peu comme ça dans le musée national de Ueno. J'entre dans une pièce où il y avait plusieurs auteurs de calligraphie et je me trouve vraiment comme ça, soudainement devant ces calligraphies et c'est comme si cette partie-là seulement était lumineuse par rapport aux autres parties de la pièce. Et il y avait une fraîcheur de son pinceau, comme si ce n'était pas de la calligraphie, mais c'était la surface d'eau d'un ruisseau qui étincelle. Et c'était quelque chose de surnaturel. Et je ne connaissais pas, et je ne saurais absolument pas vous dire exactement de quelle calligraphie il s'agissait. Mais c'est quelque chose comme ça, en cursif, très grand. Et les cursifs, déjà pour les Japonais d'aujourd'hui, il est difficile de déchiffrer, sauf pour ceux qui ont fait des études spécialisées. Mais le cursif de Ryokan est particulièrement difficile. Donc j'ai rien compris de contenu non plus. Et c'est après que j'ai compris que c'était de lui et c'était du moine que je connaissais depuis toujours en tant qu'enfant parce que c'était un personnage presque légendaire pour les enfants. C'était un moine errant qui était un peu excentrique mais qui aimait bien jouer avec les enfants. Et au Japon, il y a toute une tradition à la fois des moines errants et les littéraires errants. Et pour le cas de Ryokan, c'est les deux. Et je pourrais dire que c'est vraiment un des derniers qui a pu vivre de cette manière-là. Il n'y a plus de possibilité pour faire ça dans le Japon d'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un de très apprécié parce que on pourrait dire parce qu'il n'a rien fait. Alors que certains sacrifient leur vie pour délivrer le monde, caché dans ma hutte en herbe, je cultive l'oisiveté. Sa quête consiste surtout à ne rien faire finalement, à cultiver l'oisiveté. L'oisiveté, c'est entendons-nous bien. Jacques Brosse. L'oisiveté de la méditation. Ryokan était en méditation à peu près tout le temps, sans arrêt. Et d'ailleurs, il a un mot très drôle parce qu'il a un immense respect pour Maître Dogen, je vous en ai dit deux mots, mais il dit parfois ce qui peut nous emmerder avec son zazen. Lui, il faisait zen sans arrêt. Mais il pouvait aussi prendre de la distance par rapport à ça. Dire, le zazen, il faut le faire, c'est nécessaire, c'est une préparation, mais l'éveil ne découle pas forcément de la posture du zazen. Cette liberté qu'ont tous ces hommes-là, de dire il faut se préparer, il faut être prêt, il faut s'ouvrir, puis c'est tout. Alors évidemment, c'est ça l'oisiveté. Cette oisiveté dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le wunyen en chinois, ne rien faire. Et ne rien faire, c'est au contraire faire beaucoup de choses. Mais sans aucun souci, ni de profit, ni d'intérêt personnel, ni des conséquences même de l'acte qu'on accomplit. Ça fait partie de la doctrine bouddhiste, c'est très important ce concept de ne rien faire. On peut avoir une activité énorme, très considérable, dans la mesure où justement on ne fait rien. Donc on est libre.
On est libre. Et on n'est pas attaché à une tâche précise. On laisse faire les choses aussi. Jacques Brosse, quel est le lien qui relie les poèmes de Ryokan, très proches de la nature, cette ouverture dont vous avez parlé, et sa pratique de la calligraphie? Oui, alors là, il faut préciser que la calligraphie au Japon, c'est un art qui correspond à la peinture. La calligraphie est une peinture de caractères, de ce qu'on appelle les kanji en japonais, les caractères chinois, mais ce n'est pas une reproduction, c'est chaque fois très personnalisé, et ça peut correspondre quasiment à un paysage. Vous savez qu'il y a une telle alliance entre la graphie, calligraphie éventuellement, et la peinture. Il n'y a pas de peinture sans calligraphie. Hein. Il y a toujours un poème sur une peinture. La calligraphie elle-même est un dessin. C'est signé, il y a les cachets du maître, tout ça se complète. Et comme le sumie, enfin la peinture zen, enfin la peinture classique japonaise et une partie de la chinoise, c'est de la peinture à l'eau, hein, de l'encre diluée dans de l'eau, ce qu'on appelle les lavis. L'évocation du paysage sont des paysages dans la brume. Et il y a l'apparition des choses à travers cette brume. C'est une apparition par rapport à la peinture qui est descriptive. Là, c'est une allusion seulement. Alors, il y a une communication dans tout ça, avec un contact direct avec la nature, même à travers la calligraphie. Le dessin calligraphique est déjà une représentation picturale. Alors là, effectivement, c'est une dimension qui, pour nous, est tout à fait étrangère et qui pose le problème des traductions. Toutes les traductions qu'on peut faire du japonais et du chinois sont erronées, en sens qu'on ne peut pas donner l'essentiel qui est la calligraphie elle-même. Ryokan dans l'embarras. Mais un jour, quelqu'un qui voulait posséder une calligraphie de Ryokan se débrouilla pour l'attirer habilement chez lui. Une fois Ryokan dans la maison, il barricada fermement toutes les issues vers l'extérieur, puis s'adressa ainsi au moine. « Aujourd'hui, de toute façon, vous allez écrire pour moi, et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pourrez pas repartir. » Ryokan se sentit pris dans une situation extrêmement gênante. « De gré ou de force, j'écrirai. J'écrirai, mais aussitôt que j'aurai fini d'écrire, veuillez ouvrir les portes, s'il vous plaît. » « Bien sûr, absolument. Si vous voulez bien écrire, nous ouvrirons les portes. Vous n'avez pas la réputation d'être un menteur, nous vous faisons confiance. » Tout content de lui, le monsieur apporta du papier, des pinceaux, un encrier et un bâton d'encre. Alors Ryokan dit « Pour ce qui est d'écrire, je vais écrire, mais si vous me regardez, j'écrirai mal. » « Ah bon, c'est entendu, nous vous laissons seuls, mais en échange, veuillez écrire, s'il vous plaît. »« Oui, oui, j'écris. » Au bout d'un petit moment, Ryokan sortit de la pièce. « J'ai tenu ma promesse, mais voyez-vous, je viens de passer un moment très embarrassant, dit Ryokan, qui se précipita dehors et rentra chez lui. Dès que Ryokan fut parti, le maître de maison retourna dans la pièce pour s'emparer des calligraphies dont il était si avide. Quelle fut sa surprise! Sur toutes les feuilles, il ne trouva écrit que ces seuls mots. Ryokan est dans l'embarras. Ryokan est dans l'embarras. Dans les calligraphies que vous nous montriez, Makiko Andro Ueda, justement, on peut percevoir ce côté un petit peu, comment on pourrait dire, relâché peut-être de sa calligraphie. Oui. La technique de base, quand on écrit au pinceau, c'est de tenir le pinceau perpendiculairement au papier. Et on écrit lentement. Et quand on s'exerce plus, on apprend à incliner le pinceau pour mettre plus de nuances. Et chez Ryokan, selon l'auteur de ce dictionnaire, il n'y a pas de technique de pinceau incliné. Donc c'est une façon très simple de l'écrire. Et dans ces mesures-là, l'auteur qualifie que c'est une technique nouvelle, un petit peu dépourvue de superflu technique. En revanche, dans son esprit, l'auteur s'étonne que le mouvement de pinceau est très très lent. Et l'auteur, il dit que c'est comme si Ryokan posait une à une des feuilles d'or au lieu d'écrire d'un trait. Et de
le fait de ralentir fait en quelque sorte dépasser le temps. Et pour nous, les contemporains, ça serait vraiment un exercice difficile de ralentir autant. Donc dans la technique, elle est nouvelle, la calligraphie de Ryokan est nouvelle, dans l'esprit, elle est très ancienne. Ryokan a écrit, il s'est beaucoup exercé, les biographes savent que c'est pas seulement dans le début de sa vie qui était écolier dans une école confucianiste qui recopiait les anciens calligraphes, mais toute sa vie, il recopiait les gens. Et je pense que c'est quelque chose de très, très difficile quand on est mendiant dans une ville. C'est même pas une ville, il était dans la montagne, mais il parvenait pour se procurer des calligraphies. Et en gros, il y a 3 types d'écriture. Kaisho, Gyosho et Sosho. Kaisho, c'est très carré, comme des caractères d'imprimerie. Et après, quand c'est semi-cursif, ça devient un petit peu personnel, mais c'est toujours très lisible pour nous. Et quand c'est le cursif, vraiment, il faut s'y connaître. Et par rapport à Ryokan, même les gens qui s'y connaissent bien, ils ont parfois du mal à déchiffrer. Et quand Ryokan écrit tout un papier avec son cursif, j'ai l'impression qu'il ne cherche pas à se faire comprendre, mais il est tellement heureux. Alors on dit que c'est un mouvement très lent, mais moi j'ai l'impression il n'y a même pas la lenteur, c'est instantané, c'est comme une flash de lumière et tout le relief de quelque chose de fluide, de l'eau, de lumière, des reflets qui passent sur le papier. C'est comme ça que j'imagine. Alors là, est-ce que je peux lire? Je reconnais quelques caractères par-ci, par-là, mais c'est tout. C'est comme un souffle, peut-être, on dirait vraiment une ficelle qui a été posée comme ça un peu au hasard. Oui, vraiment, on sent quelque chose comme une rencontre entre ici, entre le lieu et son pinceau, rien n'est prédéterminé. Et c'est aussi sa façon de composer des poèmes. Il ne notait pas. Et ça ne veut pas dire qu'il les négligeait. Simplement, il n'avait pas l'intention de les rassembler. Pour les poèmes chinois, oui, on sait qu'il y a une ébauche de recueil, mais pour les poèmes waka, il n'y avait pas de cette intention. Donc, les gens qui ont découvert Ryokan, ils ont trouvé par-ci, par-là, sur les papiers, sur les lettres, ces poèmes. Et parfois, il y a beaucoup de variantes parce que pour lui, à chaque fois, c'était pas la peine que ça soit la même chose, je crois. Suite à un poème envoyé par Harada Jakuzai. Ma ténacité dans l'idiotie est vraiment sans égale. Je fais des herbes et des arbres mes voisins. Paresseux à m'interroger sur le point de partage entre l'égarement et l'éveil, je ris moi-même de mon corps vieux et décrépit. En retroussant ma robe, à jambes découvertes, je traverse sans me presser les eaux. En portant la besace, je marche au printemps. Je pourrais ainsi maintenir un peu cette vie. Ce n'est pas parce que je hais les poussières de ce monde. Jacques Brosse, vous êtes enseignant de bouddhisme zen et en fait vous êtes de la même école que Ryokan, oui, l'école Soto. C'est ça, l'école Soto japonaise. L'école Soto vient naturellement de Chine. Toutes les écoles japonaises sont d'origine chinoise. Mais le Soto a été transmis, fondé en Japon par Maître Dogen, dont Ryokan était un admirateur fidèle et presque un adorateur de Dogen. Alors, seulement à l'époque de Ryokan, ce qui est important de le comprendre, c'est qu'on avait oublié l'œuvre de Dogen à peu près complètement. Dogen est du XIIIe siècle, donc
il a vécu entre 1200 et 1253, et Ryokan est en 1758. Voyez-vous, il y a quand même une grande distance. Mais à l'époque, c'est la décrépitude à la fois du zen et de la civilisation japonaise. La grande époque des shoguns Tokugawa est en train de s'achever dans la décrépitude des shoguns, leur mollesse. Ils sont gouvernés par des favoris, souvent des femmes aussi, et tout le Japon est en somme dans une espèce de chaos qui va durer jusqu'en 1868 avec la révolution de Meiji, la reprise du pouvoir par les empereurs, puisque les shoguns étaient des usurpateurs, en définitive. Là, alors donc, cette période Tokugawa qui commence en 1615 et qui se termine en 1968, c'est à la fin de cette période qu'a vécu Ryokan. Donc, dans un Japon où la spiritualité était en pleine décadence, y compris naturellement le zen. Et la branche du zen à laquelle il appartient, il y en a deux, le Rinzai et le Soto, lui c'est le Soto, la même école que moi, et était aussi en pleine décadence. Alors pour lui, il fallait recourir au fondateur, à Maître Dogen, et c'est la raison de sa quête. Ce qui veut dire que Ryokan est un personnage certainement assez timide. Hein, il était d'une origine sociale assez moyenne. Son père était né à Isumaki, et dans la province des Shigo, donc au nord de la mer du Japon, donc vraiment en province, hein, c'était vraiment un provincial. Et son père était un personnage très intéressant, en sens que il était un lettré, il avait même une certaine réputation de poète, il était en même temps chef de son village, et il souhaitait que le jeune Ryokan, qui était son fils aîné, devienne chef de village à sa suite. Mais à 18 ans, l'autre est parti épouvanté, ne voulant absolument pas jouer ce rôle. Et il a quitté sa famille pour aller dans un monastère zen, Soto, donc à Echigo. Et là, il a tout de suite trouvé un temple, et dans ce temple, il a assez vite trouvé son propre maître. Il y est resté 4 ans, et son maître était Tainin Kokusen, 1722-1771, qui était un des très grands maîtres encore. Il y avait quand même quelques très grands maîtres de la tradition qui existaient en son temps. C'était un enfant introverti, mais il avait l'air comme endormi. Alors les parents s'inquiètent beaucoup, et il avait le surnom le fils lampe de jour de monsieur le chef. Parce que lampe de jour, c'est quelqu'un qui n'éclaire pas beaucoup et un peu endormi. En Extrême-Orient, il y a un proverbe qui dit grand récipient s'achève tard. C'est-à-dire qu'un grand génie, un grand personnage se forme et se complète vers la fin de la vie. Donc, il était son cas. Oui. Il y a une anecdote aussi sur son enfance. À un moment donné, il regarde son père d'une manière un peu effrontée, oui, et il lui dit en forme de boutade qu'il va se transformer en sol, oui, en poisson. Oui. Et Ryokan va au bord de la mer pour, en attendant de se transformer vraiment en poisson. Donc il avait cette capacité de croyance en tout ce qu'on lui disait. Oui, alors il avait le cœur tout à fait pur et la crédibilité incroyable. Et justement, ça fait la qualité de l'homme religieux. Alors, quand Ryokan est devenu apprenti, il a dû assister à l'exécution à mort d'un homme rebelle qui s'est battu pour les pauvres. Alors ça, c'était un grand choc. Et puis, il a aussi assisté à la révolte des pêcheurs contre fonctionnaires gouvernementaux très arrogants, etc. Alors, il n'a pas duré un an. Au bout de quelques mois, il s'est enfui. Il est entré dans un temple de l'école Soto de village voisin. Quand on se pose la question des motivations qu'il a eues pour devenir moine, oui, on raconte notamment cet échec professionnel vis-à-vis d'un supérieur qui lui, oui, demandait d'effectuer une tâche malhonnête, on lui demandait de mentir et où il, oui, a refusé catégoriquement. Oui, justement, comme vous venez de dire tout à l'heure, il est ce qu'on appelle en japonais bakashojiki. C'est quelqu'un tout à fait droit
et franc, à tel point qu'il semble idiot. Donc il répétait ce que les deux parties disaient. Alors au lieu de apaiser, il attisait le conflit. Donc il a compris qu'il n'était pas apte à son fonction. En haillons. Telle est ma vie. Je mendie ma nourriture au bord de la route. J'ai abandonné ma maison aux herbes sauvages. Toute la nuit, je regarde la lune en fredonnant. Épris des fleurs, j'oublie de rentrer. Depuis que j'ai quitté le temple où j'ai été formé, par mes gardes, je suis devenu une vieille bourrie. D'ailleurs, le nom de Ryokan a été donné par son maître. C'est un nom de moine et ça veut dire bon et magnanime. Donc ça prouve l'estime dans laquelle son maître avait Ryokan, le jeune Ryokan. Et il est parti donc, ce maître est parti dans son propre temple, qui était à quelque distance, qui était à Tamashima, et Ryokan l'a accompagné. Finalement, il a toujours vécu auprès de lui. Il a donc suivi la formation d'un moine Soto, mais aussi c'est devenu un calligraphe, et il a étudié beaucoup, comme à l'époque on le faisait surtout dans les écoles zen, dans les monastères zen, la poésie chinoise et japonaise. La japonaise est considérée comme la fille assez dégradée de la grande poésie chinoise. Donc il a vécu donc tout le temps avec ce maître Kokusen, et finalement qu'il va donner l'Inka, c'est-à-dire le certificat de la transmission, sans quoi la certification même de fin d'études et d'égalité avec le maître, à partir de quoi on peut enseigner. Et on ne peut pas enseigner autrement que mandaté par son maître qui reconnaît qu'on est presque son égal, qu'on est son égal d'une certaine manière. Donc il a reçu ça, et aussitôt après, Kokusen est mort. Il y a eu un nouvel abbé du même monastère, à Tamashima, et cet abbé c'était Gento. Mais ce personnage était certainement pas très facile à vivre. Il n'aimait pas beaucoup le jeune, enfin Ryokan avait 40 ans à l'époque. Il n'aimait pas beaucoup parce qu'il le trouvait un peu faible. Il n'avait pas d'autorité. Lui, c'était un homme extrêmement autoritaire. Ils étaient vraiment de tempérament totalement opposés. Ce qui fait que l'entente qu'il y avait entre Ryokan et son premier maître Kokusen s'est brisée là. Gento n'a pas du tout apprécié Ryokan. Et Ryokan, à l'époque, était chef des moines. Il était ce qu'on appelle Shuso dans le monastère, donc c'est le second personnage après l'abbé. Et finalement, Ryokan est parti. On a commencé une vie d'errance qui a duré 25 ans. Mais cette vie d'errance, c'était quand même, il y avait un but dans son errance, c'était de retrouver tout ce qu'on pouvait retrouver d'écrits, de manuscrits de maître Dogen. Il voulait déjà, lui, essayer de reconstituer entièrement son œuvre, mais pas à travers les copies qu'il y avait eu, même les éditions qu'il y avait eu, qui étaient des partiels. Mais il voulait vraiment retrouver le texte, parce qu'on avait commis pas mal d'erreurs d'interprétation, et même dans les copies des textes. Donc c'est cette longue quête qu'il a menée, de temple en temple, sur lequel il a consacré ce poème dont je vous ai parlé, qui est en effet un des plus beaux poèmes de Ryokan. C'est toute son histoire avec Maître Dogen. Vraiment, c'est important. Et finalement, il a fait la fin de ce périple, et il s'est trouvé un petit ermitage, très très modeste. C'était une hutte, vraiment une hutte couverte de paille, comme ça se trouvait. Un ermitage qui est d'ailleurs abandonné en montagne, qui s'appelait le Gogo-Han. Sur le pic solitaire, seul je passe la nuit. La pluie et la neige attristent mon sentiment.
les cris des singes noirs résonnent au sommet des montagnes. Les ravins froids emprisonnent le bruit de l'eau. Devant la fenêtre, la flamme de la lampe est figée. À la tête du lit, dans la pierre à encre, l'eau a séché. Toute la nuit, agité, impossible de me rendormir. Je souffle sur mon pinceau pour écrire ce poème. Jacques Brosse, à partir de l'âge de 39 ans, Ryokan s'exile. En fait, il revient dans son pays natal et trouve un ermitage abandonné. Voilà. Et il s'installe, c'est le Gogo-Han. Et là, il y vit pendant 4 ans d'abord. Il va de nouveau en pèlerinage pour chercher ses manuscrits de Maître Dogen. Et il se réinstalle là de 1805 à 1816. Donc, à ce moment-là, il a donc 58, il a donc jusqu'à une cinquantaine d'années après. Et il vit seul. Il reçoit, parce qu'il s'est déjà fait une réputation, ses poèmes ont circulé. Il a fait des poèmes assez tôt, puis de bouche à oreille, on a su qu'il faisait des poèmes, et finalement, il y a des gens qui viennent le voir, ce sont des artistes et des poètes qui viennent le voir dans son petit ermitage. Et aussi, ce qui fait son rapport avec le monde, c'est le takuatsu, c'est-à-dire la mendicité rituelle. Il vit de mendicité. Donc il descend tous les jours au village, et là il devient l'ami des enfants, il leur fait même une balle. Il leur fait une balle, il joue avec eux, et il adore les enfants, et aussi les oiseaux. Il vit de très près avec les enfants et la nature, avec un émerveillement constant dont il parle très souvent dans ses poèmes, qui sont vraiment des poèmes vraiment d'émerveillement. C'est une dimension très importante dans le zen, que cet émerveillement, bien sûr. Mais ceci dit, lui il en fait des descriptions parfois très saisissantes. Kanyaku Kori, Kohata Tonokan, Kogai Chikusenri, Yukaue Joikuhen, Tsukirehan Shaku Iwaku, Chunari Shirinso, Kochu Ikadedoin, Sofu Narinaden. Makiko Andro Ueda. Il y a beaucoup d'anecdotes dont l'authenticité n'est pas vérifiable. Mais je pense que ça fait partie de notre culture, puisque tout le monde aime. Par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un de ma famille. Cette personne me dit, Ryokan, c'est quelqu'un qui on accrochait en été un toile en guise de moustiquaire, et lui, il voulait donner un petit peu de repas aux moustiques, donc il était couché avec sa jambe sortie. Alors, je n'ai pas trouvé la source de cette histoire, mais pour cette personne, c'était vrai. Et je pense que beaucoup de personnes pensent que Ryokan, c'est celui qui a fait un trou sur le plancher pour faire pousser le bambou. Et on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est comme ça. Je crois qu'il y a deux sortes d'anecdotes. La première, c'est l'histoire, comme dans l'histoire de moustique ou de bambou, c'est la compassion. Donc on comprend. Il y a deuxième volet, deuxième catégorie, disons, de contes de Ryokan, c'est plutôt son côté excentrique. Par exemple, il aimait bien faire le mort. Là, ça c'est dans le livre de Histoire curieuse de Ryokan. Il jouait avec les enfants très souvent et il aimait bien faire le mort. Et un jour, il y a un garçon qui a pincé son nez, donc le mort a été très rapidement ressuscité. Ou bien, il aimait bien faire le cache-cache. Et quand il était le chat, il était resté tellement longtemps que les enfants sont partis on dit qu'il se réveillait le matin, c'est-à-dire il a passé la nuit là où il était en train de compter, etc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et on aime bien ce genre d'histoire, et c'est pas du tout parce que c'est grivois. Et finalement, le sentiment, on dit, je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui n'a rien fait, alors qu'en réalité, il a beaucoup fait. C'est l'image de la liberté que se font les Japonais, je crois. Il n'est pas entravé
ni par lui-même, ni par ses semblables. Et il est rempli, il a beaucoup de compassion, mais pas, il n'organise pas sa compassion pour sauver le monde. Donc il est libre. Dans ma manche, une balle à 5 couleurs valant 1000 onces d'or. J'ose dire que mon adresse est sans égale si on me demande mon secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la calligraphie de Ryokan pour dire ça, c'est la sauce de soja vinaigrée. Et ça, c'est le magasin, je crois, de la sauce de soja. Il y a 3. Ça, c'est l'écriture de deux de ses amis. Ryokan a écrit comme ça. Ses amis ont écrit comme ça. Je ne sais pas, c'était peut-être un petit peu un jeu entre eux. Et vous voyez que Ryokan savait très bien proportionner d'une façon, comment dire, d'une façon à la fois légère et bien assis. Et donc, c'est pas quelqu'un qui ne savait pas faire quelque chose de joli. Mais la calligraphie la plus connue, je crois, une des calligraphies les plus connues, c'est ça. Il n'est pas tracé, les tracés ne sont pas très bien proportionnés. Elle est plutôt maladroite. Et par exemple, ça, c'est le ciel, ça c'est le dessus, grand vent, donc c'est le grand vent qui souffle sur le ciel, mais le vent, il est à l'intérieur, le trait est un petit peu décalé, et le dessus, il est un petit peu taché partout, et c'est très lent. Donc, c'est pas quelque chose de très bien présenté, mais on sent que c'est libre. Et je crois que c'est ça chez Ryokan. Il sait bien faire, et il n'a même pas besoin de bien faire. Et c'est exactement la même chose que les anecdotes que les gens aiment se raconter. C'est quelqu'un qui s'est détaché de lui-même aussi. On dirait des dessins d'enfants, en fait. Le retour à l'enfance. Et les biographes, ils disent que Ryokan aurait eu sans doute quelques problèmes de personnalité pour bien s'intégrer dans la société des adultes et qu'il s'est senti, à cause de cela, au niveau des enfants. Et si c'est cela, je crois que c'est d'autant plus merveilleux parce que ça veut dire que le défaut de sa personnalité lui a fait choisir une vie la plus libre. Quiétude, sur un oreiller d'herbe, dans ma hutte en automne. Corinne Atlan, vous vous êtes penchée plus particulièrement sur les liens entre la poésie de Ryokan et son approche spirituelle. Oui, parce que je l'ai d'abord découvert en tant que poète. Et ce qui m'a
ce qui me fascine chez ce personnage, c'est justement cette spiritualité particulière qu'il a, puisqu'au départ c'était c'est resté un moine zen, mais on peut pas le définir comme moine zen, étant donné qu'il a toujours refusé et de posséder un temple et d'avoir une approche dogmatique des choses, et ça ressort beaucoup de sa poésie. Et puis surtout, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il est un exemple de ce qu'on appelle la folle sagesse dans le bouddhisme. C'est vraiment une tradition. Enfin, on retrouve des exemples de folle sagesse dans toutes les traditions bouddhistes, que ce soit au Tibet, en Chine, chez les patriarches Chan, justement, donc qui ont été les ancêtres des maîtres zen japonais, et même jusqu'en Inde, berceau du bouddhisme. Et donc, pour moi, Ryokan, il se relie vraiment à cette lignée-là, enfin si l'on peut dire, puisque ce n'est pas proprement parler une lignée, puisque justement ce sont des êtres qui ont atteint dans leur vie même une certaine réalisation, une certaine connaissance, une approche donc du vide ou de la vacuité ou de l'illumination ou de la libération de l'illusion, enfin on peut appeler ça de tout un tas de noms, ou du satori pour utiliser le nom japonais, et qui l'exprime justement dans sa poésie. Parce que, en fait, ce sont des choses qui sont tellement indicibles qu'elles peuvent difficilement s'exprimer. Elles ne peuvent pas s'exprimer par les mots même, et la seule approche peut-être qu'on peut avoir au niveau du langage, c'est la poésie ou le chant. Mais en japonais, de toute façon, le terme classique pour la poésie, c'est uta, c'est-à-dire ça signifie à la fois chant et poésie. 蜂の子は愛しきものかもしきたえの家出せしより朝には腕にかけて夕べには手上に乗せて改まの年のお長くもたりしを今日よそに忘れしくれば脱落のたずきも知らず Il y a une sorte de logique au fait qu'il se soit positionné en rupture par rapport aux écoles existantes de son temps. Oui, parce que je crois que la clé, c'est vraiment justement la réalisation qu'il a eue, la réalisation à travers sa méditation et puis sa vie même, et le fait que... c'est ce qui ressort de tous ces poèmes, c'est-à-dire que c'est la vie elle-même en fait qui est le maître. Lui-même a toujours refusé d'avoir des disciples, et c'est le maître qui est la vie. Par exemple, dans certaines poésies comme celle, il y a un haïku qui est assez célèbre où il dit que le voleur a laissé seulement la lune à sa fenêtre, et c'est une anecdote assez connue dans sa vie, c'est-à-dire qu'un voleur lui avait pris toutes ses possessions, et quand il s'en est aperçu qu'il est rentré dans sa petite cabane, enfin toutes ses maigres possessions puisqu'il vivait dans un dénuement assez total, et il s'est aperçu qu'il lui avait laissé son coussin de méditation, donc il a couru après le voleur pour lui donner même son coussin. Alors donc c'est un exemple, c'est-à-dire que il vivait déjà dans le dénuement et dans le dépouillement, mais c'était pas encore assez. C'est comme si c'était le voleur lui-même qui devenait son maître spirituel en quelque sorte. Et donc ça c'est tout à fait dans cette tradition, c'est-à-dire d'utiliser tous les éléments de la vie pour mener tout ce qui peut arriver dans la vie, doit aider sur le chemin de l'illumination. Alors, bien sûr, on peut dire que ça fait tout à fait partie de la pensée zen, mais en même temps, ça va complètement au-delà. Et c'est en cela que, je pense que Ryokan correspond à l'archétype un certain archétype de l'être illuminé, et qui, plus encore que le grand véhicule, il participerait du véhicule de diamant, c'est-à-dire le véhicule bouddhiste supérieur, puisque donc le petit véhicule, l'archétype, si on peut dire, de l'être illuminé, ce serait l'Arat, c'est-à-dire le personnage le moine qui, à force de méditation et puis de respect donc des doctrines et des préceptes moraux, et surtout avec une vie monastique donc très sévère et dans l'isolement, atteint l'illumination. Une fois que l'illumination est atteinte, son travail est terminé. Bon, ça c'est le premier niveau. Ensuite,
ensuite, on passe au niveau donc du grand véhicule, du Mahayana. Là intervient l'archétype du Bodhisattva. Donc, c'est la compassion, le principe de la compassion qui entre en jeu. Et c'est à travers la compassion donc qu'on peut réaliser l'illumination. Alors il y a donc bien sûr, on peut parfaitement voir Ryokan comme un exemple ou proche donc de l'image du Bodhisattva, puisque il a écrit énormément de poèmes aussi. Enfin, ce qu'on raconte aussi de sa vie dans sa biographie, on trouve un tas d'éléments où sa compassion n'est plus à prouver. Puis il a écrit des poèmes tels que si mes bras enveloppés de la robe noire des moines étaient assez larges, avec quelle joie j'y abriterais tous les êtres de ce monde flottant. Enfin, ce sont des traductions plus ou moins, pas forcément précise, mais bon. Donc, il peut effectivement être considéré comme un bodhisattva, mais au-delà de cela, ou comme étant le bodhisattva étant la voie qu'il avait à cœur de suivre, mais au-delà de ça, le dernier archétype, donc le 3e niveau, après le grand véhicule, enfin qui fait d'ailleurs partie aussi du grand véhicule, c'est la voie de diamant, le Vajrayana, ou la voie... ce qu'on a appelé aussi la voie tantrique, mais la voie tantrique, ça ne signifie pas forcément au sens de tantra sexuel, tantra plutôt dans le sens de trame, c'est-à-dire que tous les éléments de la vie vont être utilisés pour l'illumination. Mais en tout cas, je pense que, pour moi, Ryokan fait partie de cette tradition-là, c'est-à-dire qu'il est arrivé au niveau de ce qu'on appelle, donc toujours dans la terminologie sanskrite, après il y a le bodhisattva, l'arat, le bodhisattva, et le mahasiddha. C'est-à-dire les mahasiddhas, au départ, c'était ces grands sages de l'Inde du Moyen-Âge, du bouddhisme justement tantrique, qui avaient atteint l'illumination. Il y a tout un tas d'anecdotes sur eux, où en apparence, ils pratiquaient une espèce de folie, de folie libératrice. C'est-à-dire que en apparence, leur vie était assez excentrique, voire même chaotique, et en réalité, c'était l'exemple justement même de la véritable sagesse, qui souvent se dissimule sous des apparences de folie. Offrir l'encens et les fleurs au Bouddha, planter des herbes et des arbres, balayer le jardin, transporter de l'eau et déplacer les pierres. De temps en temps, brûler des moksas sur les pieds. Ne pas manger de poissons huileux, ne pas manger de choses grasses, manger toujours des choses légères, ne pas faire la grasse matinée, ne pas trop manger, ne pas faire la sieste trop longtemps, ne pas faire des choses au-dessus de sa condition, ne pas se relâcher, ne pas faire des choses à moitié, ne pas cacher des choses dans le cœur. Si l'on boit du saké, le boire après l'avoir chauffé. Aller chez le coiffeur, se couper les ongles des mains et des pieds, se rincer la bouche et employer le cure-dent. Prendre le bain. Parler avec la voix, sans chuchoter. Ce qui me semble peu réfléchi. Se distraire en trompant de jeunes enfants. Se distraire en faisant des aveugles objets de dérision. Se distraire en flattant autrui. Lorsqu'on emploie des serviteurs, utiliser les paroles rudes. Ne dire que des choses sans gentillesse. Promettre abusivement. Dire son avis sur un sujet d'un domaine que l'on ne connaît pas. Tenir des propos sur les dieux et le Bouddha. Ce qui n'est pas agréable. Marmonner entre les dents. Parler à quelqu'un en prenant une distance dans le cœur. Être adroit dans l'emploi des mots. Ne pas dire ce qu'il faut dire. Dire d'un ton dur ce qu'il ne faudrait pas dire de la sorte. Demander à quelqu'un de prêter une chose et ne pas la lui rendre. Dire que l'on donne quelque chose et ne pas le donner. Ce qui est insupportable, débiter sans fin. Ce qui est déplaisant, faire les éloges de quelqu'un en face de lui. Ce sur quoi on ne peut compter, dire selon la conjecture. Ce qui est regrettable, ne pas tenir sa promesse. Ce qui n'est pas conforme au cœur, chanter les chansons à côté d'une personne qui est triste, parler de manger et de boire à côté d'une personne qui jeûne, bavarder à côté d'une personne qui ne peut pas s'endormir, éveiller quelqu'un en le brusquant, inventer pour rien des remarques à faire aux enfants, dire des choses sans regarder la mine de son vis-à-vis, faire entendre raison à un homme ivre, faire entendre raison à un homme en colère,
faire entendre raison à un homme qui n'est pas raisonnable. Dire que l'on a reçu beaucoup ou peu d'offrandes. Dire si l'on a fait la quête d'aumône ou non. Parler à la séance où l'on doit écouter la loi. Bavarder durant une séance de récitation des sutras. Dire la prière en bâillant. Quand un enfant pleure, lui demander qui l'a fait pleurer. Dire patience. Le menacer en disant que l'on va brûler les moksas sur son corps. Lui dire que monsieur le médecin va venir. Johan Titus Carmel a traduit les 99 haïkus de Ryokan chez Verdier. C'est un personnage qui est assez superbe par la parfaite harmonie dans sa vie et dans son œuvre. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un personnage unique, je pense, dans l'histoire du Japon. Et c'est vraiment un personnage très, très important pour les Japonais. Et c'était en même temps quelqu'un qui était presque inconnu ici. Donc cela m'a semblé parfaitement idéal de le faire découvrir en français. Et alors, ces 99 haïkus, il les a écrits en quelle période exactement ? C'était tout le long de sa vie, je pense. Bon, il a toujours écrit. Il s'était retiré, il a déambulé, il s'est retiré, mais il était toute sa vie, je pense, quelqu'un qui était pris par la poésie. Il a passé 20 ans retiré un peu du monde, quoique c'est vrai qu'il descendait régulièrement, ça n'était pas indifférent de se mêler, comme on avait dit tout à l'heure, aux enfants des villages. C'était quelqu'un qui était resté très, très, très jeune d'esprit, malgré tout, assez joueur. Et gay, parce qu'il avait une sorte de façon très légère et gay et qui pouvait prêter à confusion. On pourrait croire que c'était un petit vieux fou, mais il était tout sauf un vieux fou. Alors vous avez choisi justement dans cette édition de préserver la forme et le fond, voilà, et la sonorité et le rythme. Tout à fait, ouais. Une sorte de... Je trouve que c'était vraiment... je me suis... dit que c'était vraiment dommage de ne présenter qu'une traduction de ces haïkus qui sont très, 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 souvent très puissants par leur forme très condensée, très laconique, etc. Mais souvent avec des onomatopées, des choses qu'on ne peut pas soupçonner dans une traduction. Évidemment, on ne peut pas arriver, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer de parfois répéter, trouver certaines astuces de répétition, etc. en français, mais ça ne sera jamais exactement comme la sonorité. Et comme pour l'oreille d'un Français, ce n'est pas trop difficile de répéter ou de prononcer les mots japonais, j'ai insisté auprès de l'éditeur Verdier, donc de faire une présentation où on voyait non seulement pas la calligraphie, mais l'imprimerie à la japonaise, donc avec les caractères japonais qui sont formés de caractères chinois d'origine, les kanji, plus les hiragana qui sont une partie du syllabaire japonais des hiragana, donc qui est un syllabaire qui va avec les caractères chinois. Donc on voit tout ça, les caractères du poème original. Et tout cela verticalement dans la page. Et on a l'impression d'une page blanche chaque fois, chaque page avec un poème, on a vraiment l'impression de ce vide qui est vraiment essentiel pour la haïku. Et donc, juste à côté de cette colonne donc, de caractères japonais, j'ai mis justement une translittération de ce poème, de chacun des poèmes, pour qu'on puisse lire, prononcer à haute voix le poème. Et même si on ne comprend pas le japonais, l'oreille peut saisir la sensibilité, la puissance de cette forme très compacte et très puissante, et où la littération parfois et les onomatopées jouent un rôle important. Et donc, en dessous de tout ce blanc, on trouve la traduction qui essaie, en tant que faire se peut, d'avoir le même rythme, la même forme laconique que l'original. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est en français, ça ne peut pas être la même chose. Mais comme le haïku est très puissant par sa concision, et comme c'est une forme avec
assez strictement une forme qui est 5 syllabes suivies de 7 syllabes suivies de 5 syllabes, c'est assez important d'avoir une certaine forme de discipline et d'essayer de garder cette forme-là, parce que si on commence à interpréter, comme souvent malheureusement a été une tentation de pas mal de traducteurs de tisser, d'expliquer, de le rendre plus beau et plus typiquement français comme poème, on perd tout l'essence de ces haïkus. Hibi hibi ni shigore no fureba hito oinu. Des jours et des jours que tombe la bruine et l'homme vieillit. Donc, dans mes traductions, je me suis efforcée de garder cette forme, de garder les 3 vers, 5, 7, 5, lorsque c'était possible, sans évidemment torturer le poème et sans que ça devienne trop compliqué pour que la simplicité même du poème puisse percer, parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel dans le haïku aussi, c'est de pouvoir avoir des glissements de sens qui sont très percutants et dans une ordre naturel. Et c'est vrai que c'est un véritable travail très dur, et j'espère qu'il ne se sent pas à la fin, parce que normalement, ça doit se lire comme si c'était venu tout seul. Parce que l'ordre d'une phrase de la pensée en français n'est pas du tout le même qu'en japonais. Donc, il faut trouver des moyens de transmettre la progression de pensée, les glissements soudains, qui provoque justement ce moment de satori, de lumière, etc., qui arrive à la fin. La chute est très importante et ce n'est pas nécessairement la fin d'une phrase logique en français. Donc il faut vraiment construire la chose de telle manière de respecter l'ordre de la pensée en japonais. Justement, vous avez tenu à garder ce vide central dans la page, mais vous avez peur aussi d'une certaine approche intellectuelle. Je ne veux pas intellectualiser quelque chose qui est une forme qui est parfaitement terre à terre, et justement toute la force de cette chose est qu'on utilise la nature, on utilise les observations très précises pour tout d'un coup provoquer un glissement de sens et d'essence et de l'esprit. Et en effet, tisser ça détruit totalement la puissance de cette simplicité même. Ame no furu hi wa aware nari ryokan bo. Les jours de pluie, la mélancolie envahit le moine ryokan. Il y a un poème, par exemple, qui est très très rare. D'ailleurs, c'est la seule exception, et ça m'a posé un problème pour la traduction, parce que, disons, pour la transcription, translittération, parce que finalement, je l'ai transcrit qu'une seule fois, une chose qui est comme en forme musicale, quand on indique qu'on doit répéter une phrase. Là, on doit répéter une phrase, et ça n'existe pas en poésie, faire une petite chose comme ça pour dire relisez-le une deuxième fois. Donc, c'est quelque chose qui était juste tout bêtement lorsque Ryokan parlait de sa vie de mendiante, parce qu'en effet, quand il était retiré, il ne vivait que par ce que les gens lui donnaient, le riz quand il passait. Bon. Et il tapait sur une petite bol de fer, et on savait qu'il était là, donc on sortait, on lui donnait quelque chose. Et c'est tout bêtement le son de ce fait, le fait de taper sur son bol, et c'est hachitataki. Et lui-même, voulant vraiment souligner le fait que c'est ce bruit même de taper sur le bol, il répète ce qu'il ne fait jamais par ailleurs, il n'a jamais fait ça ailleurs, il répète cette première phrase. Donc c'est hachitataki, hachitataki, mukashimo, imamo, hachitataki. Et c'est tapant, retapant, et j'aurais pu ajouter tapant, retapant, comme avant et maintenant, tapant sur mon bol. Il avait beaucoup d'humour en fait. Oui. Bon. Et puis de mélancolie aussi, je tombe sur un autre, c'est encore une fois, on revient vers la mélancolie. Isa saraba, ware mo kaeran, aki no kure. Allons, c'est fini. Et moi aussi je m'en vais. Crépuscule d'automne. Alors parfois il y a des images qui sont assez étonnantes, on s'attend à tout sauf cela. Inabuneya, sashi yuku kataya, mika no tsuki. Le bateau de riz se dirige tout droit
vers le croissant de lune. Et puis le rossignol, bien sûr, on est au Japon, après tout. Uguisu ni yume-sama sareshi, asage kana. Ah, le rossignol, son chant m'a sorti d'un rêve, le riz du matin. Il y a une autre image que je trouve assez saisissante dans un de ces haïkus. Oi oi nga, mi wa samu ni uzu, yuki no dake. Un très vieil homme, son corps saisi par le froid, bambou sous la neige. C'est quelqu'un qui était tellement sensible à tout ce qui était naturel, à la nature, les choses les plus ordinaires pour un autre. Vous auriez une mauvaise herbe qui pousse dans votre cour, vous l'arrachez. Lui, il avait un arbre qui s'était mis à pousser dans son ermitage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit que ça commence à se cogner contre le plafond. Et il voit que l'arbre est très malheureux, et il va souffrir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à brûler le toit pour faire un trou pour que l'arbre puisse percer à travers le toit. Et parfois, les juxtapositions assez incongrues et frappantes d'ailleurs. Kono miya ya kobushi no hana ni chiru sakura. Dans le sanctuaire, tombé sur le magnolia, fleur du cerisier. Donc vous avez le contraste entre ces deux arbres, les deux fleurs tout à fait différentes. Et observation en passant. Et voilà un haïku qui est né. Vous avez quand même réussi à garder ce rythme 5-7-5. Voilà, virtuellement toujours. Parfois, lorsque c'est beaucoup trop loin, lorsqu'il y a très peu de syllabes en français, un truc comme ça, je n'insiste pas parce que je ne veux pas tisser, ajouter, etc. Et parfois, ça peut être aussi percutant, par exemple 2-3-2 ou quelque chose comme 3-4-3. J'essaie de garder le même, disons, court, long, court, quoi, et la même puissance. Et lorsque c'est possible, vraiment, je garde le 5-7-5. Je travaille énormément. Honnêtement, ce livre de Ryokan qui ne paraît pas... C'est vraiment un livre que j'adore, c'est un auteur que j'adore. L'éditeur a fait vraiment un ouvrage, je trouve, impeccable. C'est vraiment, on a respecté tous les poèmes. C'est quelque chose d'essentiel. Mais j'ai mis peut-être 10 ans de travail avant, je dis 10 ans, et c'était réellement plus de 10 années de travail pour sortir les 99 haïkus en traduction française. Et beaucoup de travail et pour rendre la traduction le plus naturelle et le plus respectueux de l'original possible. Et surtout qu'on ne croit pas que c'est du travail. Il faut absolument qu'on le lise en disant qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce que c'est... Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont très, très perplexes parce qu'en effet, où le haïku touche, parce que c'est quelque chose de très percutant, mais en effet, il faut avoir l'habitude, il faut avoir une sensibilité certainement éveillée. Et c'est vrai qu'il faut être alerté, il faut être alerte et, pour pouvoir l'apprécier, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour s'accrocher. Seiran suimono wa shirobotan. Le vent de l'été apporte dans ma soupe des pivoines blanches. Et dans le même genre, le vent qui fait du travail pour lui. Takuhodo wa kaze ga motte kuru ochiba kana. Pour faire le feu, le vent qui souffle m'apporte les feuilles d'automne. Il y a toujours une sorte de vide central, mais il y a quelque chose de percutant, étonnant, des juxtapositions, des petits glissements qui font qu'il y a cette sorte de balafre dans le ton que Roland Barthes avait évoqué, comme la calligraphie, le soumier, quelque chose de très très puissant dans le haïku. Et puis un peu d'humour. Apparemment, il avait un peu trop bu ce jour-là. Yoi fushi no tokoro wa koko ka, hasu no hana. Où donc m'assoupir dans cet état d'ivresse,
la fleur de lotus. Yo no naka wa sakura no hana ni nari nikeri. Tout autour de nous, le monde n'est plus que fleur de cerisier. C'est une fleur qui est sublime, mais qui est extrêmement fragile, qui apparaît et qui disparaît. Et c'est la fragilité et la beauté extrême. Et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Mais il faut être là pour le saisir. Ou enfin, à 58 ans, il accepte un disciple. Il n'a jamais voulu de disciple auprès de lui. Il pensait qu'il n'était pas du tout un maître. Et là, il reçoit un jeune garçon qui a 15 ans, et qui s'appelle Ensho. Et ce garçon va vivre avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, il vit... il a un serviteur, un jeune moine, qui est son disciple, qui est son serviteur. Il commence à avoir besoin, parce qu'il commence à vieillir, et qui prend soin de lui. Mais finalement, sa renommée, malgré son extrême modestie, se répand, et on lui demande même d'écrire sa biographie, son aventure. Et on lui propose un temple, un temple vraiment pour devenir abbé d'un monastère, vraiment quelque chose, et il refuse. Il a toujours tout refusé, Ryukan, par une espèce de modestie, en disant « Je ne suis pas du tout prêt, non, c'est pas demander à d'autres, moi, c'est pas mon affaire. » Vers l'âge de 69 ans, Ryukan rencontre une jeune moniale, et un mystère plane sur la nature de leur relation. Oui, mais enfin, je pense que c'est assez clair. C'était une affaire d'amour, il n'y a aucun doute. Mais je ne pense pas qu'il y ait de consommation physique. Mais ils se conviennent à merveille parce qu'elle est aussi poétesse. Donc ils échangent des poèmes, tout en vivant d'ailleurs ensemble. Et puis, en 1830, donc il a 72 ans. Teishin n'est pas là, elle n'est pas là tout le temps auprès de lui, et elle apprend qu'il est tombé gravement malade, elle arrive bouleversée, et peu de temps après, à peine quelques semaines, le 4e jour du premier mois de l'année 1831, il meurt. Ryukan meurt, mais assisté par son jeune frère qui était venu le rejoindre, qui est un moine aussi, par cette jeune femme, donc la nonne Teishin, un autre moine, et finalement le garçon qui était venu à l'âge de 15 ans, qui maintenant avait une quarantaine, et c'est sur ses genoux qu'il meurt très paisiblement, enfin la tête appuyée sur le genou, avec cet entourage. Donc il est mort d'une façon tout à fait sereine et très bien entourée. Mais l'histoire continue en ce sens que cette nonne Teishin s'occupera toute sa vie durant de la publication des poèmes de Ryukan. C'est grâce à elle, en somme, qu'on a l'œuvre de Ryukan à peu près complète. Et elle a fait un recueil de poèmes de son maître qui s'appelle « Perles de rosée sur une feuille de lotus ». C'est tout à fait l'esprit du zen. Makiko Andro Ueda. Au Japon traditionnel, je pense que tout était conçu au terme de voix V-O-I-E, et la voix bouddhique est la voix par excellence, mais la voix de la poésie, la voix de la calligraphie, tout cela, c'était des voix. Et s'il y a quelque chose de très particulier chez Ryukan, c'est que Ryukan mettait en priorité la voix tout court, je dirais. Ryukan, il y a 3 choses que détestait Ryukan. La première chose, c'est la poésie des poètes. La deuxième chose, c'est la calligraphie des calligraphes. Pour la troisième, il y a 12 opinions. Il y en a un qui est la cuisine des cuisiniers. Et il y a des gens qui disent que le troisième, c'était plutôt la composition des poèmes autour d'un sujet donné, autour d'un thème donné. Ça veut dire que pour lui, bien qu'il ait fait toute sa vie des recherches pour la poésie et la calligraphie, tout cela ne devait pas dépasser la voix tout court. Et tout cela ne signifiait pas grand-chose si elles prennent plus d'importance. Et je crois que c'est assez particulier chez Ryukan, mais c'est aussi
en même temps, c'est quelque chose de très authentique pour un moine zen, je crois. Dans le zen, on dit que le langage, c'est le doigt qui indique la lune. C'est-à-dire, à partir du moment où la lune est vue, et à partir du moment où la lune est aperçue, on n'a plus besoin de doigts. Donc, je pense que chez Ryokan, la calligraphie et la poésie a toujours, tous les deux, ont tenu ce rôle. Si l'on n'a pas de désir, tout suffit. Si l'on désire, toutes les choses manquent. Des légumes légers peuvent guérir la faim. Une robe de moine couvre suffisamment le corps. Je vais seul, accompagné de cerfs apprivoisés, et chante haut avec les enfants du village. Je me lave les oreilles avec l'eau sous le rocher. Les pins du sommet me plaisent. Il est toujours envahi par la nature, Ryokan, sans arrêt. Et c'est son bonheur. Mais cette perception très terre-à-terre, et même pierre à pierre, parce que souvent il est question des pierres, c'est quand même chaque fois une espèce d'éveil, d'émerveillement. Quand il parle d'un lever du soleil, il n'emploie pas beaucoup de mots. C'est une allusion. Mais tout à coup, ça y est. Comme si tout à coup, il était dans l'éveil lui-même. Ce qu'on appelle le satori en japonais. Et pour lui, c'est une espèce de... Il va d'éveil en éveil, à travers la nature, en jouant avec les gamins, aussi bien, en rentrant de mendier. Il s'arrête, il n'a même plus envie de rentrer, parce que c'est trop beau. Il dit, je regarde les nuages, j'oublie de rentrer chez moi. Il est pris dans le cosmos, dans l'ambiance, dans l'atmosphère elle-même, et il ne songe même plus à regagner ses pénates. C'est toujours cette question de comment dire, c'est dans la nature, c'est la nature même qui offre une porte vers l'éternité, puisque c'est là que se rejoignent le relatif et l'absolu, l'éphémère et le trivial, enfin la vie humaine, puisque c'est jamais la nature seule, c'est toujours l'homme par rapport à la nature, et puis c'est cette voie justement vers une réalisation de la vacuité que peut réaliser la nature. Mais il a écrit, par exemple, il était en même temps très proche des gens, de tous les gens qu'il rencontrait ou qui venaient le voir, puisqu'on le voit, il est souvent représenté, par exemple, en train de jouer à la balle. Et donc, Ryokan en train de jouer à la balle, c'est vraiment l'exemple ça exprime à la fois sa compassion, l'amour profond qu'il a pour les êtres, pour les enfants, son refus de jouer justement d'autres jeux que des jeux d'enfants, de jouer le jeu des apparences, de jouer le jeu de la société, parce que je pense que davantage que l'isolement pour lui-même, son isolement, ça avait pour but surtout d'échapper à tout ce qui était de l'ordre du mondain, en fait, puisqu'il avait une grande indifférence pour... C'est aussi certainement ce qui l'a poussé à quitter le temple et à se consacrer à la vie errante et à la poésie, puisque il refusait complètement ce système, l'institution monastique avec son système de fonctionnariat un petit peu. Et en cela, il rentre d'ailleurs dans la lignée donc des grands moines fous. On en revient toujours à cette idée de folie et de folle sagesse. D'ailleurs, un des surnoms de Ryokan, c'était Taigu, qui signifie grand imbécile, mais enfin imbécile au sens de fou aussi un peu, simple d'esprit dans le sens chrétien du terme, si on peut dire. Et on peut trouver des points communs entre lui et par exemple un autre moine très célèbre japonais qui est Ikkyu, un moine du XVe siècle, lui de la secte Rinzai, alors que Ryokan était de l'école Soto. Enfin, ce qu'ils ont en commun sont ces vies qui allient la poésie, le dépouillement et l'itinérance des vies de voyageurs et cette apparente folie qui est en fait la vraie sagesse.
Et là, on retrouve aussi Basho, parce que tous ces qualificatifs s'appliquent également à Basho. C'est-à-dire toujours un humour assez redoutable et puis une quête de cette simplicité et de ce vide central. Voilà, tout à fait. Et je crois que la notion de vide, justement, elle est au cœur, enfin c'est vraiment la clé de la poésie de Ryokan. C'est comme si on sent vraiment, en lisant ses poésies, bon, dans certaines, il développe véritablement un enseignement, hein, comme dans un poème qu'il avait écrit pour un intouchable du nom de Hachisuke. Il disait l'argent et l'or, le statut et le pouvoir, tout retourne au ciel et à la terre. Profit et perte, possession et manque, tous sont vides par essence. Donc on retrouve de nouveau le vide. Et si vous me demandez où est le mendiant du pont Ryogoku, mort dans une inondation, je vous répondrai, il est dans le reflet de la lune sur les vagues. Alors cette image qui est à la fois poétique et qui est en même temps une image typique de l'enseignement zen, puisqu'on retrouve souvent, le monde est une illusion, c'est-à-dire qu'il est de la même nature que le reflet de la lune sur l'océan. En même temps, c'est au-delà justement du zen et de toute tradition et de tout dogme, cela exprime l'illusion fondamentale du monde qui est faussée par nos perceptions. Et donc, il s'agit de déchirer ce voile et d'arriver à une vision réelle, donc claire et justement simple. Et ça peut se faire donc à travers, bien sûr, la méditation et à travers la vie dans la nature, en se reliant à la nature, et puis également par la pratique donc de la compassion et cette réalisation du vide. Et Ryokan, enfin, on se rend compte dans ses poèmes qu'il a allié tous ces éléments. Et il y a certains poèmes de lui qui ne laissent pas beaucoup de doutes sur son expérience de la vacuité, parce qu'il y a des poèmes, enfin, j'ai pas le texte précis, mais on le trouve dans le livre Ryokan et Teishin, là, traduit par Alain Collin. Et il y a, enfin, c'est juste 2 ou 3 lignes d'un poème où il parle de la neige légère à l'intérieur de laquelle il y a des myriades de mondes. Alors c'est vrai qu'on peut, enfin, un flocon de neige, ça a vraiment la forme d'un mandala, donc on imagine très bien, enfin, ça fait penser à certaines visions de maîtres tibétains aussi, par exemple, hein. Et donc il a vraiment une dimension comme ça, complètement reliée directement à la vacuité. Et son dernier poème aussi ne parle que du vide et que j'allais dire du néant, mais néant, il y a une connotation trop occidentale, hein, du néant de la vie humaine, donc c'est pas le terme exact, mais dans son dernier poème, avant de mourir, il dit ce que je laisserai en héritage, les fleurs de cerisier au printemps, le chant du coucou en été et les feuilles d'érable à l'automne. Donc je trouve que c'est vraiment très beau et ça résume justement toute sa vie et puis cette plongée au cœur de la nature, enfin cette recherche qui n'a jamais cessé dans la lignée de poètes, enfin de personnages mystiques ou de poèmes comme par exemple Han Shan, dont il était l'auteur de La montagne vide, dont il était un grand admirateur. Une nuit calme derrière l'ermitage au toit de chaume, je joue seul du koto sans corde. Son air entre dans le vent et disparaît dans le nuage. Sa voix s'harmonise avec le ruisseau, y pénètre profondément. Ryokan aimait bien écouter la musique d'instruments à cordes. Mais il y a d'autres termes pour indiquer le son spirituel que
un homme qui a atteint éveil entend. Ce son, à vrai dire, c'est la symphonie que joue ensemble l'homme éveillé, l'homme qui accomplit la vérité bouddhique, et tous les éléments de la nature. Alors, pour indiquer, il y a expression, par exemple, la trace ensevelie. Trace ensevelie, c'est-à-dire trace de l'éveil enseveli. On ne peut pas voir. Mukuteki, marteau de fer sans poignée. C'est quelque chose que l'on ne peut pas utiliser. Alors, on dit que un homme qui atteint un niveau spirituel très élevé entend cette musique sans bruit matériel, et il y a plusieurs exemples. Donc Ryokan a entendu cette musique de koto sans corde, et puis on dit que Maître Dogen a aussi entendu symphonie de plusieurs grandes cloches une fois. Ce n'est pas matériel, il a entendu. Quand les paroles sont dans le cœur, instrument joue à la corde sans avoir la corde. Ça, ce sont des personnes qui, à force de mener la vie d'ascèse pour détruire son moi, et atteint un niveau spirituel, et à vrai dire, ces gens ont dépassé le niveau de la condition humaine ordinaire. C'est intéressant hein, quand il dit, par exemple, attachez-vous à la vérité, elle devient illusion, comprenez l'illusion, elle devient vérité. L'illusion et la vérité sont les deux faces d'une même pièce. Parce que ça rejoint l'idée, hein, l'image justement du samsara et du nirvana étant deux faces de la même réalité finalement. Hein. Ce qui fait que le pratiquant, hein, qu'il soit zen ou appartenant à une autre tradition, et de toute façon, et c'est là justement, je pense, la difficulté, parce qu'il est à la fois dans le monde et dans le domaine de la vacuité, mais c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose, c'est simplement sa conscience qui a complètement changé. Et je pense que cette conscience justement particulière qu'il avait, cette conscience réalisée, jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce qu'après c'est très compliqué, il y a différents stades d'illumination, jusqu'à l'illumination totale, la réalisation totale et finale, donc je ne sais pas à quel stade il en était, mais ce qui ressort de ses poésies, c'est qu'il avait, au cœur de sa vie et de son approche des choses, il y avait quelque chose vraiment du domaine de la réalisation concrète et réelle. Hein. Bol à aumône, si chèrement aimé, depuis que du monde je m'étais retiré, dès la matinée, l'emportant au creux du bras, et à la véprée le tenant dessus ma paume, alors que les ans se dividaient tant et plus, je l'avais gardé. Ce jour d'huile pourtant, sur mon chemin, je l'égare, tellement qu'il semble impossible de partir. C'était Une vie, une œuvre, presque rien avec Ryokan, proposé par Lydia Benitzrak.